Imagine un étudiant, brillant, sérieux. Le genre de personne qui ne rate jamais un cours, qui remplit des carnets entiers de notes, qui surligne chaque ligne de ses manuels avec une précision chirurgicale. Le soir, avant son examen le plus important de l'année, il est assis à son bureau. Autour de lui, des feuilles partout, des fiches de révision collées au mur, une tasse de café froide qu'il a oublié de boire. Il récite, il répète, il relit. Encore, encore, encore. Le lendemain matin, il entre dans la salle d'examen. Il sait tout, ou du moins, il le croit. Et puis, il tombe sur une question qu'il n'a pas vue venir. Pas une question difficile, pas un piège, juste une question formulée différemment. Et là, tout s'effondre. Le cerveau cherche, fouille, creuse. Rien. Le vide. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton supprimer pendant la nuit. Tu connais ce sentiment, non ? Ce moment de panique silencieuse où tu réalises que tout ce que tu as étudié ne t'appartient pas vraiment. Maintenant, imagine un autre étudiant dans cette même salle. Il n'a pas passé ses nuits à mémoriser, il n'a pas de fiche de révision au mur, il n'a pas récité les formules à voix haute jusqu'à l'épuisement. Et pourtant, il répond à chaque question, avec calme, avec précision, avec une clarté déconcertante. Cet étudiant s'appelait Albert Einstein. Et ce qu'il avait compris ce soir-là dans la salle du Polytechnique de Zurich allait changer non seulement sa vie, mais potentiellement la tienne. Parce qu'il n'avait pas un cerveau supérieur, il n'avait pas une mémoire photographique, il n'avait pas de don particulier que toi tu n'aurais pas. Il avait juste compris quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment appris à l'école. Et dans les prochaines minutes, je vais te l'expliquer, entièrement, concrètement. Avec des exemples que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, parce que le vrai secret n'arrive pas au début. Il arrive quand les pièces du puzzle se mettent en place. Depuis que tu es petit, on t'a appris une chose sur l'apprentissage. Une seule chose, répétée à l'infini dans chaque école, dans chaque salle de classe, dans chaque manuel scolaire. Si tu veux te souvenir, tu dois mémoriser. Répète, recopie, récite, recommence. C'est la méthode universelle, c'est le modèle sur lequel toute notre éducation repose. Et ce modèle est fondamentalement cassé. Pas parce qu'il ne fonctionne pas du tout, il fonctionne, à court terme, pour passer un examen, pour cocher une case, pour satisfaire un professeur. Mais une semaine après, un mois après, un an après, évaporé, disparu, comme si ça n'avait jamais existé. Et le pire dans tout ça, ce n'est pas que tu oublies, c'est que tu crois que le problème vient de toi. J'ai une mauvaise mémoire, je ne suis pas fait pour les études, je ne suis pas assez intelligent. Mais non, le problème n'est pas dans ton cerveau, le problème est dans la méthode. Voici ce qu'Einstein observait chez ses camarades de Zurich et qui l'a profondément marqué. La veille des examens, il restait éveillé toute la nuit, il copiait des formules en boucle, il récitait des théorèmes comme des prières. Ils entraient dans la salle d'examen comme des soldats partant au combat, avec une seule peur gravée au fond des yeux, oublier avant même d'avoir écrit. Certains y arrivaient, ils rendaient une bonne copie, ils obtenaient de bonnes notes. Et une semaine après, tu leur posais une question sur ce qu'ils venaient d'étudier et ils te regardaient avec des yeux vides, perdus. L'information n'était plus là, envolée. Parce qu'ils n'avaient jamais vraiment appris, ils avaient juste stocké temporairement. Il y a une différence fondamentale entre les deux, et cette différence va tout changer pour toi. Einstein ne mémorisait pas, et ce n'était pas par manque de discipline ou de rigueur, c'était un choix conscient, basé sur une compréhension profonde de la façon dont le cerveau humain fonctionne réellement. Il se posait toujours la même question, une question simple mais dévastatrice pour la médiocrité intellectuelle. Pourquoi ? Pas « qu'est-ce que c'est ?», mais « pourquoi est-ce que ça existe ?» Quand ses camarades regardaient les équations de Maxwell, ces magnifiques équations qui décrivent toute l'électricité et le magnétisme dans l'univers, et essayaient de les graver dans leur mémoire, Einstein, lui, remontait le fil.
Il cherchait l'origine, il voulait voir le chemin entier, depuis les... Ça lui prenait plus de temps. Beaucoup plus de temps. Parfois, il passait toute une soirée entière sur une seule équation, pendant que son colocataire avait déjà mémorisé tout le chapitre. Son colocataire le regardait avec pitié. « Tu perds ton temps, Albert. » Mais voilà ce qui s'est passé ensuite. Quelques mois plus tard, son colocataire avait tout oublié. Einstein, lui, s'en souvenait encore, parfaitement, profondément, pas comme une formule récitée, mais comme une évidence vivante, connectée à tout le reste de sa pensée. Parce qu'il ne l'avait jamais mémorisée. Il l'avait comprise. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement sur leur propre cerveau. La mémoire n'est pas un tiroir, elle n'est pas un disque dur, elle n'est pas un fichier que tu ranges et que tu récupères plus tard intact. La vraie mémoire, c'est une reconstruction. Tu ne te souviens pas, tu reconstruis. À chaque fois que tu te souviens de quelque chose, ton cerveau ne va pas chercher un fichier stocké quelque part, il reconstruit l'information à partir de fragments, de connexions, de schémas. C'est pour ça que les souvenirs changent avec le temps. C'est pour ça que deux personnes peuvent se souvenir du même événement de façon complètement différente. Et c'est pour ça que la mémorisation brute est si fragile. Quand tu mémorises sans comprendre, tu crées une longue chaîne de mots, d'étapes, de formules. Et cette chaîne ne tient que si chaque maillon est intact. Dès qu'un maillon saute, tout s'effondre. C'est exactement ce qui arrive à l'étudiant brillant dans la salle d'examen. Il avait construit un château de cartes, et dès qu'une carte a glissé, tout s'est effondré. Mais quand tu comprends vraiment quelque chose, tu ne crées pas une chaîne, tu crées un réseau. Un réseau de connexions, de sens, d'analogies, de relations logiques. Et ce réseau, il est résilient. Il peut perdre un nœud sans s'effondrer, parce qu'il existe de multiples chemins pour retrouver l'information. Prenons un exemple que tu vis chaque jour. Tu sais comment aller chez un ami, mais tu n'as jamais mémorisé d'instructions précises du genre « tourne à gauche au deuxième feu, puis à droite après l'école ». Non, tu te souviens des repères. Une boulangerie au coin, un grand arbre, la maison avec les volets bleus. Et à partir de ces repères, ton cerveau reconstruit le chemin naturellement. Autre exemple, faire du café. Tu ne te récites pas intérieurement, première étape, remplir la bouilloire, deuxième étape, faire bouillir l'eau, troisième étape, verser sur le café. Non, tu comprends la logique de ce que tu fais. L'eau chaude, le café, le mélange. Et parce que tu comprends, tu peux t'adapter. Pas de bouilloire, tu prends une casserole. Pas de filtre, tu trouves une solution. La flexibilité est molaire. La rigidité est rigide. Et dans un monde qui change constamment, la flexibilité vaut infiniment plus que la rigidité. Avant que le monde entier ne connaisse son nom, Einstein travaillait au bureau des brevets, à Berne. 8 heures par jour à analyser des dossiers techniques. Et le soir, dans son temps libre, il résolvait des problèmes de physique. Il y avait des calculs extrêmement complexes, des intégrales qui remplissaient des pages entières. Le genre de calcul que la plupart des gens faisaient une fois, notaient soigneusement chaque étape, puis consultaient leurs notes pour les fois suivantes. Einstein faisait l'inverse. À chaque fois qu'il avait besoin d'un résultat, il recommençait depuis zéro. Oui, depuis le tout début. Ses collègues pensaient qu'il était fou. « Tu l'as déjà fait hier, regarde tes notes !» Mais Einstein recommençait quand même. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Un calcul qui lui prenait 1 heure au début, lui prenait 20 minutes après quelques répétitions, puis 10, puis 5. Mais, et c'est crucial, ce n'était pas parce qu'il mémorisait les étapes, c'était parce qu'il commençait à voir la structure cachée derrière le calcul. Il reconnaissait les patterns, il sentait comment les équations évoluaient, comment elles respiraient, comment elles se comportaient. Il comparait ça à la danse. Un danseur débutant mémorise les pas. 1, 2, 3, tourne. Et s'il se trompe, il est perdu. Mais un grand danseur ne mémorise plus. Il ressent la musique, et son corps sait quoi faire naturellement. C'est exactement ça. Et cette distinction n'est pas poétique, elle est neurologique. Einstein utilisait un test personnel qu'il appliquait à chaque concept qu'il étudiait. Un test redoutablement simple et redoutablement efficace. Il l'appelait le test « Explique-le simplement ». Voici comment il fonctionne.
Quand tu penses avoir compris quelque chose, essaie de l'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Pas un collègue, pas un camarade de classe, quelqu'un d'extérieur, un enfant, ta grand-mère, quelqu'un qui n'a aucune base dans le domaine. Mais surtout, sans jargon, sans termes techniques, avec des exemples du quotidien, avec des analogies simples et concrètes. Si tu n'y arrives pas, alors tu ne comprends pas vraiment. Tu as seulement mémorisé une façon compliquée d'en parler. Et c'est là que beaucoup de personnes se font piéger. Elles apprennent le langage d'un sujet. Elles utilisent les bons mots dans le bon ordre et elles pensent maîtriser le sujet. Mais parler comme un expert ne veut pas dire penser comme un expert. Einstein lui-même a vécu ce moment de vérité avec l'entropie, ce concept fondamental de la thermodynamique. Il pouvait écrire les équations, les manipuler, résoudre des exercices, excellent. Mais un jour, quelqu'un lui a dit « Explique-moi l'entropie sans utiliser aucun terme technique ». Silence. Einstein n'y arrivait pas. Et là, il a réalisé quelque chose d'important. Il ne comprenait pas vraiment. Il avait l'illusion de la compréhension, mais pas la compréhension elle-même. Alors il a repris depuis le début, il a imaginé une goutte d'encre qui se diffuse dans un verre d'eau, il a pensé à un glaçon qui fond, il s'est demandé pourquoi ce processus va toujours dans ce sens, pourquoi l'ordre devient désordre et jamais l'inverse. Pourquoi ne voit-on jamais une flaque d'encre se rassembler spontanément en une goutte ? Petit à petit, il a reconstruit une compréhension réelle, pas basée sur des formules, mais sur du sens. Et à partir de là, il n'avait plus besoin de se souvenir de l'entropie. Il la comprenait. Quand Einstein enseignait, d'abord à Berlin puis à Princeton, il vivait quelque chose de paradoxal. Chaque année, un étudiant posait une question qui le stoppait net. Pas une question complexe, une question simple. Pourquoi un objet lourd ne tombe-t-il pas plus vite qu'un objet léger ? Qu'est-ce que l'énergie réellement ? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle la même pour tous les observateurs ? Et face à ces questions simples, Einstein réalisait qu'il utilisait ces concepts depuis des années sans jamais les avoir vraiment explorés jusqu'au fond. Ces moments n'étaient pas embarrassants, ils étaient précieux, parce qu'ils forçaient Einstein à revenir en arrière, à creuser plus profondément, à comprendre sa propre théorie encore mieux. Il a appris plus de physique en l'enseignant qu'en l'étudiant. Et c'est vrai pour tout le monde, parce que quand tu enseignes, tu exposes tes failles. Tu vois en temps réel ce que tu ne comprends pas vraiment, et ce sont souvent les questions les plus simples qui révèlent les plus grands trous dans ton savoir. La prochaine fois que tu veux vraiment maîtriser quelque chose, essaie de l'enseigner. À un ami, à un membre de ta famille, à toi-même à voix haute devant un miroir, peu importe. Le simple fait d'essayer d'expliquer va révéler exactement ce que tu comprends et ce que tu crois comprendre. La différence est souvent brutale. Voici l'une des idées les plus libératrices qu'Einstein ait jamais partagées. Comprendre n'est pas une destination, c'est un processus. Tu n'apprends pas une chose une fois et c'est terminé. Tu y reviens, encore et encore, chaque fois avec un regard différent, chaque fois avec une compréhension légèrement plus profonde. Einstein a étudié les lois de Newton au moins 10 fois dans sa vie, comme étudiant, comme professeur, en développant la relativité, en écrivant des articles, en répondant à ses étudiants. Et à chaque fois, il apprenait quelque chose de nouveau. Pas de nouveaux faits, les lois n'avaient pas changé, mais de nouvelles connexions, de nouvelles perspectives, une compréhension plus riche, plus nuancée, plus profonde. La première fois qu'il a vu force égale masse multipliée par accélération, c'était juste une formule. La deuxième fois, une définition. La troisième, un lien avec la conservation du mouvement. La quatrième, une description fondamentale de la façon dont l'univers réagit. Chaque couche de compréhension rend la précédente encore plus riche. Et voici ce que cela signifie concrètement pour toi. Oublier puis réapprendre, ce n'est pas un échec, c'est la méthode. Chaque fois que tu reconstruis une idée à partir de ce que tu comprends déjà, tu renforces les connexions neuronales, tu clarifies les schémas, tu vois la structure plus profondément. L'oubli ne détruit pas la compréhension, il la teste, et à chaque test réussi, elle devient plus solide. Il y a quelque chose dont on parle rarement quand on parle d'apprentissage, le plaisir. Einstein passait des heures à regarder des gouttes de pluie glisser sur une fenêtre. Pas pour un examen, pas pour une publication, juste pour le plaisir de se demander
Pourquoi elles bougent comme ça? Quelles forces sont en jeu? Comment la gravité et la tension de surface interagissent-elles? Il poussait ses propres enfants sur une balançoire et pensait au pendule. Pas aux équations sur le papier, à l'intuition physique, au rythme, à la façon dont l'énergie circule réellement. Il passait des années entières à jouer mentalement avec des rayons de lumière et des trains en mouvement. Pas pour un objectif pratique, juste pour comprendre, juste pour ressentir. Et c'est de cette année de jeu mental qu'est sortie la théorie de la relativité restreinte. Pas d'un programme scolaire, pas d'une mémorisation intensive, d'une curiosité libre, ludique, profonde. Aujourd'hui, on a presque perdu cette joie. On veut aller vite, apprendre en 10 minutes, cocher une case, passer à autre chose. L'efficacité a remplacé la profondeur. La vitesse a tué la compréhension. Mais une heure de vraie curiosité, d'exploration libre, de questionnement sincère peut apprendre plus qu'une semaine de révision intensive. Parce que ton cerveau n'est pas une machine à stocker, c'est une machine à trouver du sens. Et quand tu lui donnes de la matière à explorer, à relier, à questionner, il fait des miracles. Einstein faisait une distinction essentielle que notre système éducatif ignore presque entièrement. La différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance, c'est avoir la bonne réponse quelque part, dans ta tête, dans tes notes, dans ton téléphone. La sagesse, c'est être capable de retrouver la bonne réponse, de la reconstruire, de l'adapter au moment exact où tu en as besoin. La connaissance, c'est savoir que E est égal à mc2. La sagesse, c'est comprendre pourquoi l'énergie et la matière sont liées. Pourquoi la vitesse de la lumière apparaît dans cette équation? Ce que cela révèle sur la nature de la réalité. Le chemin vers la sagesse n'est pas rapide, il n'est pas linéaire, il ne rentre pas dans un programme scolaire standardisé. C'est un chemin personnel, désordonné, parfois frustrant, avec des jours où tu n'avances pas, avec des moments de doute où tu te demandes si tu comprends vraiment quelque chose. Et puis, sous la douche, en marchant dans la rue, en regardant par la fenêtre, tout devient clair. Ce n'est pas de la magie, c'est ton cerveau qui travaillait en arrière-plan, qui connectait, qui analysait, qui cherchait des schémas dans le bruit. Fais confiance à ce processus, il est réel, il est puissant et il appartient à tout le monde. Alors concrètement, qu'est-ce que tout ça signifie pour toi? Premièrement, ralentis. Quand tu étudies quelque chose de nouveau, résiste à l'envie de mémoriser immédiatement. Demande-toi pourquoi. D'où vient cette idée? Quel problème cherchait-elle à résoudre? Comment en est-on arrivé là? Prends le temps de remonter le fil. Deuxièmement, explique avec des mots simples. Après avoir étudié un concept, essaie de l'expliquer à voix haute, sans jargon. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas une honte, c'est une information précieuse. Tu sais exactement où tu dois aller creuser davantage. Troisièmement, connecte le nouveau à l'ancien. Chaque nouvelle idée que tu rencontres, cherche où elle se raccroche à ce que tu comprends déjà. Quelles analogies existent? Quels principes similaires as-tu déjà rencontrés? Plus tu tisses de connexions, plus la nouvelle idée devient solide. Quatrièmement, crée tes propres problèmes. Ne te limite pas aux exercices du livre. Invente des scénarios. Modifie les paramètres. Demande-toi, et si cette variable changeait? Et si cette hypothèse était fausse? Chaque question que tu poses t'emmène un niveau plus loin. Cinquièmement, accepte d'oublier. Quand tu oublies quelque chose que tu avais étudié, ne panique pas, ne te flagelle pas. Reviens en arrière et reconstruis. Non pas mécaniquement, mais en repartant du sens, de la logique, des connexions. À chaque reconstruction, tu ne fais pas que te souvenir, tu comprends plus profondément. Sixièmement, sois patient avec toi-même. Cette méthode demande de l'humilité. Elle demande de pouvoir dire « je ne comprends pas encore » sans honte, de ne pas faire semblant de savoir, d'accepter l'inconfort du questionnement sincère. Mais si tu fais cet effort, la mémoire suit naturellement, pas comme un effort, mais comme une conséquence logique.
Einstein a passé sa vie entière à apprendre. Et plus il vieillissait, plus il répétait la même chose, plus je sais, plus je réalise à quel point je sais peu. Ce n'était pas de la fausse modestie, c'était la marque d'un esprit qui avait vraiment compris ce qu'est la connaissance. Ce que tu comprends vraiment t'appartient pour toujours. Pas parce que tu t'y accroches désespérément, mais parce qu'elle est devenue une partie de ta façon de penser, de voir le monde, de faire des connexions. Pour oublier ce type de compréhension, il faudrait que tu oublies comment reconnaître des schémas, comment faire des liens logiques, comment penser, et ça, c'est impossible. C'est la différence entre quelqu'un qui a mémorisé les notes de musique et quelqu'un qui a compris la musique. Le premier peut réciter, le second peut créer, s'adapter, improviser. Même quand il fait une erreur, il retrouve son chemin, parce qu'il ne récite pas une partition, il comprend l'harmonie. C'est comme ça qu'Einstein voulait apprendre, pas comme une suite d'étapes à suivre mécaniquement, mais comme une structure vivante qu'il comprenait assez profondément pour la voir sous tous les angles, la tordre, l'explorer, l'habiter. Et c'est exactement comme ça que tu peux apprendre toi aussi. Pas besoin d'un cerveau exceptionnel, pas besoin d'une mémoire parfaite, pas besoin de passer des nuits blanches à réciter des formules. Tu as juste besoin de te poser la bonne question. Non pas « comment est-ce que je mémorise ça ?», mais « est-ce que je comprends vraiment ?» Parce qu'au fond, la formule secrète d'Einstein n'est pas une équation, c'est une posture. Être curieux, être humble, prendre le temps, connecter, questionner, reconstruire. Et laisser ton cerveau faire ce qu'il fait de mieux depuis toujours, donner du sens au monde. Ce que tu comprends vraiment ne s'oublie jamais.